Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro débrief. Lendemain de victoire du gym, 1-0. Le gym a gagné le foot contre le FC Nantes, un des adversaires qui réussit le moins. On était sur tout simplement 0 victoire sur les 6 derniers matchs. Ça y est, malédiction disparue, 1-0, un but de Jérémy Boga en deuxième mi-temps qui aura permis aux hommes de Francaise d'enchaîner un deuxième succès à domicile et de gommer plus ou moins cet échec et cette grosse contre-performance du côté du Havre après donc ces 2 semaines de trêve internationale qui auront permis aux joueurs de travailler leurs automatismes, de certains de partir en sélection, forcément. Mais voilà, ça fait du bien de parler du gym, de parler de foot déjà, et puis de voir le gym gagner, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Comme Auxerre, je vous retrouve un peu face cam, vous avez été très positif et très encourageant sur vos retours. Donc je voulais vous en remercier. C'est vrai qu'en termes d'organisation, des fois, il m'apparaît plus simple de faire ça de cette manière-là. Ce n'est pas définitif. Forcément, je ne veux pas que ce soit uniquement moi qui parle de l'OGC Nice, mais sur des moments spécifiques, sur des entre guillemets petits matchs aussi. On va des fois se permettre de prendre l'entièreté voilà, du paysage, on va dire, vidéo qu'offre cette émission. Donc voilà, rassurez-vous, les habitués, et même on verra de nouvelles têtes comme chaque saison qui viennent partager leur passion et leur analyse autour de l'OGC Nice. C'est l'objectif. Ça a été l'objectif dès le départ du Club Pantio et ça le restera. Également, puisqu'on parle de l'émission, le dernier numéro, donc c'était ce bilan mercato qu'on avait fait avec Bertigno et Romain. Il y a eu un certain nombre de retours, je voulais vous en remercier, des retours positifs, des retours qui l'étaient un peu moins, mais qui pouvaient s'entendre, parce que c'est vrai que euh, l'émission, dans la globalité, faisait 1h50, il y a bien 1h20, 1h30, où on a essayé d'être le plus juste possible, d'être le plus réaliste possible. Il se peut qu'il y ait pas mal de personnes qui l'aient interprété comme voilà, du pessimisme ou un regard plutôt négatif sur la situation. Ça a été le nôtre. Mon erreur aura été peut-être de ne pas avoir contrebalancé avec une personne justement avec d'autres arguments de manière à équilibrer le débat et à ce que ce soit peut-être voilà, plus équilibré et moins unilatéral par rapport à une façon de penser. Et puis aussi, j'en profite, ça a créé voilà, des réactions, un certain nombre, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. N'hésitez pas, si vous avez l'envie et la motivation de participer voilà, au Club Pancho, vous êtes les bienvenus. Le micro il est ouvert à tout le monde. Et voilà, vous avez chacun, on a tous notre sensibilité, notre perception des choses par rapport à la situation, par rapport au match, par rapport à certains joueurs, etc. On ne prétend pas connaître la vérité, on a simplement notre prisme de lecture. Voilà, certains sont d'accord, d'autres pas. C'est une prise de risque aussi, hein, quelque part, de donner son avis et puis de s'exposer de cette manière-là. Donc voilà, tant que c'est dans le respect et que c'est expliqué aussi le plus précisément possible, c'est possible. Ça a été le cas, hein, mais c'est vrai que pour le coup, il y a un certain nombre de retours sur le dernier numéro que je peux comprendre, et je trouvais ça dommage parce que en fait, ça a donné on va dire, un filtre un peu négatif à ce numéro, alors que c'était pas l'objectif. Mais bon, c'est fait. Donc ravi de vous retrouver en tout cas. Et puis avant de parler du match et de tout ce que j'ai pu noter à côté là sur ma petite feuille, parlons actualité. Vous avez vu que Fabrice Boquet, nouveau président de l'OGC Nice, a été élu au conseil d'administration de la LFP. Il y a eu donc voilà une assemblée générale il y a quelques jours. Il y avait donc 3 postes vacants qui ont été eh bien,
octroyé à Fabrice Bouquet, Valdemar Kita et Loïc Ferry. Le gym, du coup, continue à être présent dans les instances de la LFP. C'est une bonne chose. Jean-Pierre River, qui occupait ce poste depuis quelques années et qui avait du poids aussi dans les instances, se voit donc remplacé par son successeur. En tant que supporter, suiveur, concrètement, qu'est-ce qui est vraiment perceptible de ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça va réellement changer les choses? Quoi qu'il en soit, la réalité, c'est que le gym aujourd'hui, maintenant, et ça fait une dizaine d'années, c'est une équipe importante dans le championnat. C'est une équipe qui fait régulièrement la Coupe d'Europe. C'est une équipe qui a un investisseur, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, qui a une certaine importance aussi. Donc, voir le président de l'OGC Nice représenté au sein du conseil d'administration de la LFP, c'est une bonne chose. Euh, on va passer au match désormais. Donc je l'ai dit, victoire 1-0. Jérémy Boga, de nouveau buteur, deuxième but de la saison après son but contre l'AJ Auxerre. On va parler peut-être composition parce que c'est là aussi où on a vu, je pense, la différence, que ce soit sur le 11 de départ, voire même sur les changements qui ont été opérés par Francaise au cours de la rencontre. On va parler d'un retour et il y a pas mal de choses à dire sur lui, celui de Dante. Voilà. On se dit que le mec en fait est tout simplement éternel, le type est immortel et ça faisait déjà je pense que c'est peut-être l'une des premières fois hors ligament croisé qu'il enchaîne certaines absences consécutives. Donc déjà, c'est quelque chose où on n'est pas forcément habitué. On oublie même que le joueur a 41 ans et on voit la différence lorsqu'il est présent dans la ligne de défense. On voit la différence dans notre capacité à relancer. On voit la différence aussi dans le comportement défensif du FC Nantes, parce qu'on sait que Dante, l'une de ses principales forces, c'est son pied, c'est sa qualité de passe, je cours, je long, et ça n'a strictement rien à voir par rapport à Opong qui occupait son poste. On va parler également de Opong. On en avait parlé en début de saison, hein, le Mendy bat Opong pour relancer et être vraiment le quarterback, un peu, ces trois qui se partagent un peu cette responsabilité. C'est compliqué parce que ce ne sont pas des forces vraiment dans leur jeu, mais Dante, ça l'est. Et il a été performant, économisé aussi par rapport aux semaines qui arrivent et au calendrier dantesque qui se profile dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais voilà, le capitaine était de retour, papa était de retour et on l'a senti. Donc un match plutôt calme, j'ai envie de dire. Il n'a pas été vraiment mis à contribution. Il est sorti aux alentours de la 75e minute de jeu. Barre l'a remplacé dans ce poste de défenseur central axe gauche. Moi, c'est surtout vraiment dans surtout dans la première mi-temps, dans notre capacité, dans notre volonté vraiment de jouer et de maîtriser la rencontre, où tu sais que lorsque tu es en bloc haut et que tu es présent vraiment dans la moitié de terrain nantaise, voire un peu avant, tu as cette arme de passe qui justement contraint les adversaires à anticiper ou à reculer. Et alors, c'était Nantes, on va parler aussi de leur approche aussi du match. J'ai été assez déçu du Nantes. Alors, je ne les ai pas suivis depuis le début de la saison, mais je compare un AJ Auxerre par exemple, qui certes perd 3-1, avec bien sûr le carton rouge de Donovan Léon, mais ils avaient vraiment des intentions. Voilà. Je trouve qu'on sent beaucoup l'absence de Moses Simon dans le collectif nantais et on sent que il faut que la mayonnaise prenne parce que je ne les ai pas trouvés vraiment, vraiment tranchants. Mais voilà, le retour de Dante, je pense que si on prend ligne par ligne, ça a été une chose extrêmement positive
autant défensivement, parce que derrière on fait un clean sheet. Alors il n'y a pas que ça bien sûr, mais tu fais ton premier clean sheet de la saison. Et étrangement, c'est lorsque Dante est là et est de retour. Et donc forcément, qui dit retour de Dante, dit décalage voilà, de Kojo Oppong. Il y avait cette question de savoir est-ce que c'était Oppong qui devait être aligné ou plutôt Antoine Mendy. Alors le dernier match d'Antoine Mendy, ce n'était vraiment pas une réussite, hein. Franchement, on va pas en parler là dans ce numéro, mais il est complètement passé au travers contre le Havre, hein. Vraiment, individuellement, une performance très très compliquée. Alors collectivement, ça a été aussi galère, mais alors lui, il a été vraiment en grande difficulté. Et donc on a vu un Opong axe droit dans cette charnière de trois joueurs. Et je ne vous cache pas que, comme beaucoup, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dégagé, son activité et son apport offensif. Quand même, il faut quand même mettre les choses les unes après les autres, mais la première action, elle vient d'un centre de Hopong, une qualité de centre, une qualité de pied assez bluffante. Kevin Carlos qui met la tête et Lopez qui commence son festival, à croire que à chaque fois que tu es gardien au FC Nantes et que tu joues Nice, c'est vraiment le match de ta vie, quoi. Et puis intéressant aussi dans cet appel qui fait second poteau, je crois que c'est Dante qui met le ballon ou peut-être Van Out. Il fait cette remise en taclant pour Boudaoui qui, on y viendra un peu sur Boudaoui, mais qui là doit finir sur cette situation. Il est dans une position idéale, il n'est pas pressé. Alors il arrive effectivement, il fait une course, hein, une course verticale, mais c'est trop scolaire. Voilà, je crois que c'est plat du pied. Il doit mettre une cartouche, quoi. Je pense, hein, à ce moment-là, il a été trop facile, trop dans la volonté de cadrer, alors que bah ouais, t'as cadré, mais tu le mets sur Lopez à ce moment-là. C'est dommage parce que honnêtement, le mouvement était vraiment beau. Et puis il y a cette frappe aussi qui intervient quelques secondes après la frappe sur le poteau de Sofiane Diop, où il tente, en fait, cette frappe, elle est sèche, elle est pure, elle était pas extrêmement dangereuse, hein. Lopez la repousse d'une manière un peu spectaculaire. Bon, je pense qu'il aurait pu sans doute la cadrer, mais il a vraiment apporté offensivement euh, plus que tous les joueurs qui ont occupé ce poste-là depuis que Francaise est à l'OGC Nice, parce que bon, Bito a aussi occupé ce poste-là. Il y a eu Antoine Mendy, tu as du Youssouf, mais il n'y en a pas un qui... Alors, est-ce que c'est un problème de profil? Est-ce que c'est un problème de consigne? Mais en tout cas, au Pong, vraiment, en phase de possession, était vraiment latéral droit. Donc on avait un Klos qui était beaucoup plus haut sur le terrain, on avait un Job qui était beaucoup plus réaxé, qui jouait derrière limite Carlos. Euh, donc j'ai trouvé ça très très intéressant, et c'était pertinent en fait comme choix. Tout ce qu'il a entrepris offensivement, vraiment, j'ai trouvé ça très très intéressant. On a vu que contre le Havre, c'est lui qui marque aussi. Donc voilà, on sait que ces postes-là de défenseurs centraux, on va dire, côté, que ce soit Dante ou lui, ont une importance aussi pour dédoubler et apporter vraiment une solution. Dante ne peut pas le faire. Voilà. Dante n'a pas les qualités aujourd'hui physiques, enfin surtout de vitesse, d'accélération, pour pouvoir vraiment apporter un surnombre. Et il m'a un peu fait penser là au Pong, un peu à ce que pouvait apporter Jonathan Grady du côté de Lens, un peu voilà cet axial qui peut justement compenser aussi et proposer des solutions offensivement. Donc un vrai plus. Par contre, je vais quand même modérer mon propos sur deux choses. Attendons de voir lorsqu'il y aura une adversité beaucoup plus importante que celle du FC Nantes, première chose. Et deuxième chose,
je ne l'ai pas non plus trouvé tout le temps et extrêmement rassurant défensivement. J'ai en tête bien sûr cette action où il se fait enrhumer sur la prise de balle de Mathis Sabine, qui est un joueur très talentueux, mais voilà, je trouve que défensivement, il m'a pas non plus tout le temps rassuré. Et un défenseur, la qualité primaire, comme celle d'un gardien qui est d'arrêter les buts, celle d'un défenseur, c'est d'avoir des qualités quand même défensives. Il les a, c'est encore, on va dire, à peaufiner sur certains points. Il débarque, ça fait que quelques semaines qu'il est chez nous, mais en tout cas, voilà. Euh, j'ai envie de revoir quand même Opong dans ce poste-là, sur ce poste-là. Tout va très vite pour lui. Il s'est retrouvé à jouer énormément de matchs alors qu'il n'était pas spécialement attendu pour être titulaire. Mais voilà, c'est très intéressant. Pas tout le temps rassurant défensivement, mais ça reste quand même à suivre sur cette saison. On va parler bien du dernier joueur de cette ligne défensive, Djoumaba. Un nouveau carton jaune. Je crois que c'est peut-être le troisième depuis le début de saison. Ce joueur ne me rassure pas. J'ai beaucoup de mal. Je le trouve un peu pâteau des fois dans sa coordination, dans son replacement. Voilà, c'est un joueur qui est grand, qui des fois a un peu de mal sur ses appuis. On sent qu'il n'est pas tout le temps vif. Euh, je me pose question vraiment sur le joueur. J'ai pas une grande confiance, une sérénité, on va dire, lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Voilà. On sent que quand tu as Dante à tes côtés, voilà, voilà, on a senti quand même qu'il y avait un peu de mieux. Mais honnêtement, voilà, c'était un joueur quand même qui avait un retour quand même très positif sur son expérience lensoise, alors qu'il était quand même assez courte. Il a, je crois, maximum une douzaine de matchs sur la demi-saison. Là, honnêtement, alors il y a du potentiel. Tu sens qu'il y a de la jeunesse, il y a une certaine fougue aussi à canaliser. Mais parmi les trois, hein, si on enlève le match de Mendy contre le Havre, c'est vraiment celui, moi, qui me rassure le moins, vraiment. Ouais, les concurrences avec Mendy, mais Mendy, si tu lui mets le match du Havre, c'est terminé, il est trop lourd dans la balance. Mais ouais, Djoumaba, pour l'instant, c'est gros point d'interrogation sur le move. Alors on sait que sans doute qu'il n'aurait pas signé chez nous s'il n'y avait pas eu les blessés, que c'est ce prêt sans option d'achat qui te permet justement d'avoir un peu plus de profondeur. Mais là, je me pose question, honnêtement, sur le joueur. Je le trouve pas hyper convaincant. Et honnêtement, quand les titulaires vont revenir, quand les Bombito, même les Youssouf et Abdelmonem vont revenir, bon, il n'y a pas trop d'inquiétude, je pense. Par contre, il va y avoir quand même une certaine profondeur sur ce poste-là, du moins. Diouf, un match plutôt tranquille. Il a fait son action qu'il devait faire en fin de match. J'ai parlé des prestations individuelles, alors que j'aurais pu commencer par la prestation collective, c'est vrai. C'est un peu bête, j'y reviendrai peut-être un peu plus après, mais le match collectivement de l'OGC Nice, c'est vrai que j'ai commencé par détailler, je l'ai trouvé quand même maîtrisé. C'est-à-dire que contre Auxerre, on gagne 3-1. On était un peu plus cohérent par rapport aux dernières prestations, mais là, on a beau avoir gagné 1-0, je nous ai trouvé beaucoup plus dans le contrôle. Voilà. Une première mi-temps vraiment très intéressante, où tu peux normalement et tu dois normalement mener au moins 2-0. Lopez fait des arrêts on va dire de grande classe, mais en tout cas dans la maîtrise technique, le fait voilà, de dicter un tempo et que en fait Nantes soit uniquement dans l'optique de jouer sur nos transitions défensives. Et ça, c'était un point vraiment sur lequel je voulais revenir parce qu'on l'a dit sur certains numéros. euh, on a beaucoup de mal, on avait du moins beaucoup de mal, je trouve, à passer de l'optique, on va dire, offensive à
un profil plutôt défensif. Souvenez-vous du but qu'on prend contre le Havre, le premier. C'est sur 3 passes, ils arrivent à être dans une zone, on va dire, de danger et le but est concédé. On sent que Nantes a voulu jouer sur ça, c'est-à-dire à, hum, à faire le dos rond et puis à tenter de nous piquer, non pas sur des contres ou quoi, mais vraiment sur des moments où on était en phase vraiment offensive et qu'il y avait justement un déséquilibre peut-être lié au fait que, eh bien, il y a beaucoup de joueurs qui attaquent, et je l'ai dit, hein, Opong se retrouve latéral droit, tu as un Boudaoui très box-to-box qui va justement proposer des solutions avec beaucoup de courses verticales pour aller dans la surface de réparation. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de joueurs, on va dire, positionnés offensivement. Et c'est vrai que on a plutôt bien maîtrisé, je trouve, cette partie-là. C'était bon, assez inoffensif Nantes en première mi-temps, mais on s'est rassuré aussi sur ce volet-là, sur notre capacité à récupérer le ballon rapidement et à ne pas se faire prendre sur ces phases-là, parce que c'était un élément, justement, je trouve, qui posait problème sur ce début de saison. Et la deuxième mi-temps était justement un peu plus équilibrée. On s'est procuré moins de situations. Mais Nantes, pour le coup, c'est ce qui a, je pense, a causé leur perte, c'est qu'ils ont pris un peu plus d'initiative. Et finalement, le but, il vient de quoi? Il vient d'une récupération où Nantes est un peu plus haut, prend un peu plus de risques, et puis récupérer un ballon dans cette zone-là, lorsque tu as un Boga justement qui est face au jeu, eh bien forcément il y a danger. Forcément il y a danger, et j'aimerais revenir quand même sur ce but, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement de l'exploit, on va dire, de l'action individuelle de Jérémy Boga qui est parfaite, honnêtement. La conduite de balle, enfin vraiment, dans ce registre de jeu-là, Jérémy Boga, euh, il est unique, voilà, il n'y a pas à dire. Il a des qualités qui sont uniques, c'est un joueur qui est différent, voilà. Mais je viendrai un peu plus tard sur la prestation, on va s'arrêter uniquement sur le but. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, qu'on a un peu moins soulevé, c'est la récupération de Van Out. Alors, Van Out, vous me direz, pour les personnes qui maîtrisent le belge. Euh, c'est la récupération, et derrière, il continue son effort. Il va proposer, eh bien, un dédoublement, une solution pour le porteur. Et je pense que vraiment, dans l'action, à ce moment-là, s'il n'y va pas, Boga n'a pas justement cet avantage sur son vis-à-vis, parce qu'ils sont deux joueurs à ce moment-là, et ça crée justement un doute, ça crée de l'espace, et Boga s'y est engouffré parfaitement pour ensuite piquer son ballon, une finition parfaite. Donc moi j'aimerais souligner, voilà, forcément l'action de Boga, mais la récupération de Burnout, et surtout le fait qu'il ait poursuivi son effort. Voilà, ça montre que il est intelligent. Voilà, et on va y venir un peu plus tard, parce que la première de Charles Van Hout a été extrêmement positive. Voilà. Et donc cette deuxième mi-temps, voilà, je le disais, un peu plus équilibré, où Nantes a tenu un peu plus le ballon. En première mi-temps, il y avait quand même du 72-28 à un moment donné, côté niçois. C'était vraiment une domination qui était très très importante. Mais en même temps, Diouf n'a jamais été vraiment mis à contribution. On a vraiment. J'ai pas été vraiment inquiet. Voilà. J'ai pas été inquiet, je n'ai pas eu peur. Voilà, il y avait une forme de sérénité. Alors, je sais pas comment vous l'avez ressenti. C'est vrai que, bon, du stade, tu le vis sans doute différemment. Mais voilà, est-ce que c'est la qualité de l'adversaire qui fait que? À ce moment-là, je trouvais que on a su contrôler le match, et même lorsque Nantes tenait un peu plus le ballon et essayait de revenir au score, on a été dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on a laissé le ballon, mais on a su exploiter aussi les ballons récupérés, et tout en faisant tourner l'équipe. Parce qu'on l'a dit, hein,
Retour de Dante, première de Charles Van Hout, aligné avec Hicham Boudaoui, forcément, vous l'avez vu. Retour de Joe Kloss hein, en tant que titulaire sur ce poste de piston droit. Et puis devant, il y avait donc ce tandem, ce nouveau tandem, si je puis dire, parce que je crois que Diop, j'ai pas vérifié, mais on est peut-être sur une première titularisation de la saison. Et donc Boga, Kevin Carlos et Sofiane Diop, qui était donc sur le papier aligné euh, côté droit, mais dans les faits, avec le ballon, on va dire, en notre possession, et cette proposition sur le côté droit de Opong, qui jouait beaucoup, on va dire, avec Klose dans ce secteur de jeu-là, Diop était un peu plus réaxé. J'aimerais quand même venir sur ce trio-là. J'ai beaucoup apprécié l'activité d'Opong, euh, mais j'ai quand même l'impression que ça a un peu annihilé le match de Klose. Alors, vous allez me dire, ça peut être complémentaire, etc. etc. Voilà, du coup, Klose a dû se réaxer. Je trouvais qu'il y avait peut-être un peu embouteillage à ce moment-là. Est-ce que c'était prémédité le fait qu'il prenne autant d'initiatives ou est-ce que c'est vraiment le joueur qui est allé au-delà de ce qu'on lui a demandé, quoi qu'il en soit? Normalement, les centres de ce type-là, c'est Klose qui les fait, c'est pas Opong. Donc voilà, les deux joueurs se sont un peu marchés dessus. Donc individuellement, je trouvais qu'Opong avait fait son match, mais c'est vrai que tactiquement, Klose du coup a été beaucoup moins en vue. Enfin, on a moins vu, je trouve, les pistons. Et puis Diop a été, il avait cette volonté, je pense, de se connecter un peu avec ce triangle Klose, Opong et donc Diop. Mais je l'ai trouvé quand même. Enfin, j'ai pas trouvé son match bon, quoi. J'ai pas trouvé son match bon. Il avait une carte à jouer en plus, titulaire. Voilà. Buonani, qui était titulaire en début de saison, est parti. Diop, on connaît son parcours chez nous. On sait exactement, on connaît la qualité du bonhomme. On sait de quoi il est capable. Mais là, le match, honnêtement, ne donne pas forcément, un crédit. Et puis, ouais, à contre-temps, techniquement, on sent qu'il a du ballon. Hein. Moi, j'apprécie le joueur. Hein. Le voir un peu plus axe, c'est cohérent. Mais je l'ai pas trouvé bon, quoi. Je saurais pas comment expliquer. Euh, j'ai trouvé par moments un peu à contre-temps. Il y a cette frappe, bien sûr, sur le poteau, qui est un peu son moment fort du match. Mais voilà, un match vraiment à oublier de la part de Diop. Et c'est qui rentre? Non, c'est Jansson qui remplace Boga. Et qui remplace. Ah oui, c'est Sanson. Sanson. Ah, ça, c'était un peu surprenant de voir justement Sanson. Mais parce que peut-être, voilà, dans l'esprit de Hez, en fait, ce poste-là se doit d'être un peu plus hybride. Parce que dans l'idée, en fait, on imagine Boga côté gauche, Diop côté droit. Mais peut-être que dans l'esprit de Hez, en fait, le joueur qui occupe ce poste côté droit est un milieu eh bien, qui doit justement venir aider ce double pivot-là et afin de permettre aux deux autres offensifs, donc en l'occurrence Carlos et Boga, d'être beaucoup plus proches et d'apporter une solution. Bon, voilà, je trouvais ça étonnant. Sanson a été plutôt intéressant, je trouve, dans la conservation du ballon. Euh, mais voilà, j'ai pas trop, compris. Voilà, j'aurais bien aimé avoir des éléments tactiques par rapport à ça. Euh, Est-ce que c'était lié voilà, au fait que Opong soit là, Klose un peu moins en vue aussi. Bon, euh, voilà. Après, donc, par rapport à ça, bah, on pourrait faire le parallèle de l'autre côté. Dante Barboga. Bon, Dante, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, par rapport à ses qualités, il ne peut pas apporter autant et avoir ce dépassement de fonction-là. Barre, il y a eu un peu de mieux, mais je trouve qu'il est.
lui aussi, il connaît un début de saison un peu compliqué, quoi. Je pense que ça fait partie de ces joueurs-là, et c'est humain, où tu as eu des rumeurs tout l'été qui t'ont annoncé à Sunderland, en Italie. Il y avait la Juve, l'Atalanta qui était sur lui. Je pense que ça perturbe parce que bah, jouer en Première Ligue, jouer en Serie A, dans des top clubs cités, ça doit te poser question. Et parce que je pense aussi que le joueur, dans son parcours chez nous, méritait de, de partir. Voilà, c'est un débat un peu parallèle, mais il met un peu de temps, je trouve, à se remettre la tête dedans. C'était un match où on aurait pu plus le voir offensivement. Et comme Klose, on a peu vu les pistons, vraiment peu vu les pistons. Euh, voilà, j'ai pas d'action. Ouais, il y a un moment, il vient dans la surface, il rate totalement sa reprise de volée. C'est une occasion qui aurait pu être belle. Mais voilà, euh, Boga aussi aime bien mordre la ligne aussi. Et Boga, il faut en parler parce que il faut bien décliner la qualité, la top qualité de son action qui mène au but, de son match qui, pour moi, eh bien, c'est un match à la Boga, quoi. C'est-à-dire qu'il est extrêmement irrégulier et par moments, il m'a un peu agacé. Voilà. Il m'a un peu agacé parce que il varie peu, je trouve, ses approches, avec ou sans ballon. Ça attend le ballon dans les pieds. C'est rarement en mouvement. Ça tente de faire une différence à l'arrêt. Euh, il le fait, mais je trouve pas suffisamment. Il devrait prendre un peu plus la profondeur. Plusieurs fois, Barre justement lui mettait ce ballon dans la profondeur parce qu'il a une grosse, grosse qualité de vitesse. Donc il peut aussi faire des différences par la course. C'est pas uniquement avec le ballon dans les pieds à l'arrêt. Parce qu'on sait, en un contre un, je pense que c'est le joueur dans l'effectif qui fait le plus la différence, hein, dans cette capacité vraiment à éliminer son vis-à-vis. Mais par moments, je le trouve un peu irritant, quoi. Enfin, tu te dis que euh, voilà, il disparaît totalement. Euh, J'aimerais le voir beaucoup plus connecté avec le jeu. Beaucoup plus connecté avec le jeu. Je pense que Boga, ça peut pas être un intermittent du spectacle. Ça peut pas être un gars qui... alors oui, il a une part de génie. Voilà, son but, c'est une part de génie. Mais il doit aussi, des fois jouer plus vite, en une touche, en deux touches. Il doit aussi varier ses approches, dézoner, aller un peu plus dans l'axe, être beaucoup plus proche de Kevin Carlos. Je pense que avec ce joueur-là, avec son expérience, avec son vécu, encore une fois, est-ce que ce sont les consignes de Francaise? Je ne sais pas. Mais voilà, un Job par exemple a eu un match compliqué, mais a été beaucoup plus actif, beaucoup plus libre. Voilà, là aussi. Donc bon, je reste un peu sur ma faim sur Boga. Après, il connaît quand même un début de saison statistiquement intéressant, mais j'aimerais quand même le voir plus décisif et s'affirmer vraiment comme un leader en fait technique et offensif de notre effectif. Aujourd'hui, ce n'est pas un leader dans notre secteur offensif. Du moins, c'est pas quelqu'un sur lequel vraiment tu peux compter. Et je le dis après qu'il ait mis un but fantastique, mais je prends la prestation dans la globalité. Voilà, il y a trop de trous d'air, quoi. Il y a trop de trous d'air. Maintenant, bravo à lui pour ce but. Bravo à lui d'avoir su être décisif. Mais je pense que c'est pas incohérent d'en attendre plus, voilà, de Jérémy Boga. Mais voilà, on connaît aussi voilà, les circonstances de cet été sont le vrai faux départ en Turquie, le fait qu'il était annoncé voilà, sur le départ. Euh, bon, il s'est remis la tête à l'endroit, c'est tant mieux pour nous, c'est un joueur de qualité qui va pouvoir nous apporter des choses, mais j'attends et j'aimerais plus de régularité dans la performance sur un match. Voilà. Kevin Carlos, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes avec son match contre Auxerre parce qu'il a les occasions. Alors là, honnêtement, bon, j'ai deux occasions en tête.
La première sur le centre de Hopong, où là, il apprend. Bon, elle est très axe à ce moment-là. Et puis, il y a cette action où il tire du gauche, frappe un peu molle. Bon, effectivement, il aurait pu piquer. Mais ce que je retiens de sa prestation, c'est pas tant le fait qu'il ait pas marqué. Mais moi, je la trouve quand même très intéressante, sa prestation, parce que il nous offre quand même un registre qu'on n'a pas sous Mofi, c'est-à-dire cette capacité à jouer de haut but, cette capacité à gagner des duels et cette capacité aussi à remiser. Je le trouve quand même ultra juste dans toutes ses remises, dans le sens qu'il a par rapport au jeu. Il comprend le jeu. Voilà, il a ses limites, mais il a ses qualités. Et dans ses qualités, je pense que c'est un joueur qui est intelligent. Voilà. Et je l'ai trouvé quand même très pertinent, même si forcément un attaquant, on va se dire, il ne marque pas, c'est un match qui est raté ou qui ne state pas, on va dire. Mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé de son match, mais je le trouve. Aujourd'hui, il a une longueur d'avance sur Mofi. Voilà, il a une longueur d'avance sur Mofi, c'est lui qui part numéro un. Il y a une concurrence qui a l'air, somme toute, assez saine. Il a besoin de ce but. Il a besoin de ce but en compétition officielle, je pense, pour débloquer son compteur. Mais je l'ai trouvé vraiment dans ce registre de jeu. Voilà, il est tellement imposant physiquement aussi avec sa musculature que c'est un déménageur en fait. C'est clairement un déménageur. Et il peut justement, avec des joueurs comme Boga, comme Diop, justement libérer des espaces et permettre des décalages. Du moins, je le trouve quand même. Il arrive à sentir les trajectoires, il arrive à sentir les passes aussi, parce que plusieurs fois dans ses remises, en fait, c'est pas tant des duels qu'il gagne, c'est plutôt de l'anticipation qu'il a par rapport à une trajectoire ou par rapport à une passe, où justement il arrive à se détacher de ce marquage-là, à être un peu en retrait, justement pour trouver une solution et permettre au bloc aussi de monter. Ça, honnêtement, euh, alors on l'avait beaucoup avec Guessant, mais Guessant c'était au sol, où t'étais assez bas et Guessant, de par sa qualité, t'éliminer deux trois joueurs, alors ça te créait du danger offensivement, ça te permettait voilà, d'avoir des occasions, mais ça te permettait aussi voilà, à toute l'équipe de pouvoir remonter et de gagner du terrain finalement. Parce que forcément, tu es beaucoup plus dangereux lorsque ton bloc équipe est proche de la surface adverse. Et par rapport à ça, je trouve que vraiment Carlos est utile. Il est utile dans son profil. Maintenant, un numéro 9, ça marche, je pense, beaucoup à la confiance, peut-être plus que les autres postes. Et la confiance passe par des buts. Donc on attend son premier but en compétition officielle peut-être dès le week-end prochain à Brest. Euh, que dire de plus bon, j'ai parlé de la ligne offensive, j'ai même pas parlé du milieu de terrain, c'est un peu décousu, hein, vous m'excuserez. Euh, le plus important, c'est d'être le plus complet possible. Milieu de terrain, comment ne pas parler de la première de Charles Van Hout? Comment ne pas parler de sa première? Franchement, on a l'impression que le gars, il est à 200 matchs chez nous, quoi. On a l'impression que le mec, il fait partie du paysage de l'OGC Nice depuis 5 ans. Euh, merci, Monsieur Francaise, qui apparemment, d'après le joueur, a forcé justement pour le recruter. Merci, parce que c'est un joueur qui, dans tout ce qu'il a entrepris, il n'a pas fait que des choses incroyables, des transversales de 60 mètres, des passements de jambes, des dribbles, etc. Mais dans tout ce qu'il a entrepris, dans tous les choix qu'il a fait, tu as le sentiment qu'il a fait le meilleur choix possible. Il a été dans une optimisation plus de chaque possession de balle. Voilà. Il a un calme, une sérénité aussi dans son langage corporel où tu te dis, mais ah ouais, d'accord. Donc en fait, là, voilà, on a un joueur qui peut prendre en main ce milieu de terrain-là
Bertigno parlait d'un milieu stabilisateur. Voilà, il régule un peu tout, il a tout régulé. Voilà, et je crois que d'ailleurs, c'est lui qui avait tiré le coup de canon à la fin de la rencontre, donc considéré sans doute comme l'homme du match, mais vraiment sous le charme de son match, parce que même il y a des retours défensifs, il y a des duels gagnés, euh, dans tout vraiment ce qu'il a entrepris, même avec ou sans ballon, tu te dis, d'accord, le gars sait où il veut aller, il n'y a pas eu d'hésitation, ça fait que quelques jours qu'il est là, il revient de trêve internationale, puisqu'il a joué quelques minutes avec la Belgique. C'est facile pour lui. C'est facile pour lui, et ça, honnêtement, c'est assez bluffant, finalement. Et finalement, lorsqu'on parlait dans cette émission Mercato de l'arrivée de ces joueurs, on était unanime, malgré notre pessimisme sans doute trop prononcé pour certaines personnes. On était unanime sur le fait que Van Out comme Diouf, sur le profil des gars, apportent des garanties. Ils apportent des garanties, voilà. L'Union Saint-Gilloise, ça joue la Ligue des Champions cette année. L'OGC Nice ne va pas jouer la Ligue des Champions cette année. On a récupéré un joueur qui est voilà, confirmé du haut niveau aussi, qui a de l'expérience. Donc je suis très content de sa performance. Je n'oublie pas, alors toute proportion gardée, je ne suis pas en train de comparer les joueurs. Souvenez-vous des débuts de Santa Maria. Voilà, on était tous le premier mois, on s'est dit putain, incroyable, incroyable. Rennes, il paye en plus son salaire. Le joueur est trop fort. Bon, voilà. Ça c'est assez petit à petit, il est rentré dans le rang. Donc, bien sûr, ce sont les matchs et l'enchaînement qui vont nous permettre de déterminer si le joueur bien, finalement, si son match contre Nantes, c'est un match normal pour lui. C'est possible. C'est possible. Donc très content. L'association avec Boudaoui. Alors, dans le dernier numéro débrief, on avait dit justement que... ou alors non, c'était contre Auxerre. Où justement, je vantais les mérites de Boudaoui d'avoir cette capacité de pouvoir jouer les deux postes au milieu de terrain. Autant milieu, profil défensif, stabilisateur, régulateur, que milieu un cran plus haut, box-to-box. Bon, je prends en compte aussi le fait qu'il était en trêve internationale, qu'il a joué, il a été titulaire. Je crois qu'ils ont joué 2 matchs, l'Algérie. Oui. Je prends en compte ça dans la perception de sa performance, parce que il a été actif. C'est l'un des joueurs, je crois, qui a le plus couru sur la rencontre. C'est l'un des joueurs qui a fait le plus de sprints. Mais on l'a pas vu, en fait. On l'a vu sur l'action, justement, avec la passe de Hopon qui tacle. Mais sinon, au-delà de ça, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Il touche peu de ballons. Je crois qu'il touche une cinquantaine de ballons. Van Out en touche 80. Donc, j'ai pas envie de remettre en cause, en fait, Boudaoui. Mais encore aujourd'hui, je me dis que il a cette capacité de jouer les deux postes, mais réellement, est-ce que c'est un joueur attiré par l'offensif? En fait, dites-moi vraiment, pour vous, Boudaoui, est-ce que c'est un joueur plutôt défensif, avec vraiment une appétence vraiment pour défendre, ou du moins pour vous, est-ce que il devrait être plutôt utilisé dans ce registre-là? Parce que, bon, là, vous allez sans doute penser à ce milieu à 3, Sentinelle, etc., où justement il avait cette capacité à ratisser les ballons, à relancer propre, etc. Pour moi, c'est là où Boudaoui a été le plus fort, sous Digard, sous Urcea, déjà. Déjà Urcea? Sous Digard, c'est sûr, où justement il jouait pointe basse de ce milieu de terrain. Ou alors est-ce que c'est vraiment un joueur hybride, ou alors est-ce que c'est vraiment un joueur offensif? Là, forcément, de par son positionnement sur le terrain, il a
l- voilà, la mission que d'aller devant. Mais c'est pas un, c'est un joueur qui a quand même un peu de mal à stater. Et puis tu sens que voilà, enfin, les frappes de 25 mètres qui terminent au troisième anneau du stade, bon, on en a vu quand même quelques-unes. Voilà. Et en même temps, je me dis, j'ai pas envie de relancer le débat Boudaoui là sur ce début de saison, mais je me dis, bah, attends, si on se pose la question de savoir, est-ce que c'est un joueur plutôt offensif, est-ce que c'est un joueur plutôt défensif, est-ce que c'est un joueur hybride? Moi, j'ai envie de croire que c'est un joueur qui est hybride et qui a justement cette capacité de pouvoir s'adapter. J'ai pas envie de tirer des conclusions sur ce match-là. Comme j'ai dit, je pense que la trêve internationale a joué dans les jambes du joueur et dans la tête. Mais j'ai pas été ultra convaincu par son match. Voilà, j'ai pas été convaincu par son match. Euh, Pourtant, il avait justement cette possibilité et ce joueur derrière lui qui voilà, lui aurait permis normalement de faire ce dépassement de fonction, un peu comme on l'a vu au Havre, hein, finalement sur l'action de l'égalisation de Hopong. Mais mis à part ça, j'ai pas trouvé le match de Boudaoui particulièrement réussi. Voilà, pour les prestations individuelles, je pense qu'on a fait le tour. Les entrants, donc Sanson, j'ai trouvé que c'était une rentrée plutôt correcte. Après, j'ai pas vraiment voilà, questionnement sur la position. Euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a cette volonté voilà, d'incorporer peut-être un milieu supplémentaire parce que bon, bah, Sanson Diop quand même dans l'idée, alors on sait que Sanson c'est un milieu plutôt offensif dans l'esprit, mais Diop pour le coup c'est vraiment un joueur qui est attiré par le but peut-être plus que Sanson. Il y a eu bah, les débuts de Thiago Gouveia, intéressant j'ai trouvé, très actif, ça court vite. Il y a eu cette action bien sûr où il perd son crampon, hein, qui est peut-être le fait du match le plus notable de son côté, non plus sérieusement. Euh, Intéressant aussi de voir la dernière action où il revient défendre, aligné piston gauche hein, aussi, hein, donc voilà, où il revient défendre, on le pousse, il y a un coup franc qui est provoqué, il est encouragé, non, vraiment intéressant. Il y a bon, la rentrée de Mofi, voilà, Mofi est rentré sur le terrain. C'est compliqué, hein, toujours, hein. Mais on arrive toujours au même point, mais j'ai cette action en tête où il y a un centre qui est quasiment parfait. Qui c'est qui fait ce centre? Barr, ça vient de la gauche. Barr ou Janssen. Et je vois sa course. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est pas. Enfin, la course n'est pas naturelle, quoi. Enfin, je veux dire, il fait une sorte de. Je crois qu'il fait une sorte d'appel au premier, puis ensuite il revient, etc. Et puis ensuite, il veut faire sa tête, mais les appuis, c'est compliqué, quoi. C'est. Ouais. C'est du Mofi, quoi. Du Mofi. Encore une fois, alors oui, bien sûr, enfin, l'excuse, ouais, il revient depuis mars, il a été absent 15 mois, bon. Mais là, enfin, l'action, quoi. Putain, tu sais, le ballon, je trouve qu'il est placé, il est peut-être un peu haut à ce moment-là, mais putain, il est placé quand même sur la bonne zone, quoi. Il fait une tête. Compliqué Mofi, rentrée de Louche au milieu de terrain aussi. Bon, voilà. Ouais, pas grand chose à signaler sur ça. Il y a donc Louché, Gouveia, Mofi, Sanson et Jansson. Jansson qui rentrait à la place de Boga. Voilà, là pas grand chose d'autre à signaler sur la rentrée de Jansson, actif. Euh, N'a pas tout le temps fait les meilleurs choix, mais c'était un moment de la rencontre où il y avait besoin, je pense, de sécuriser plus que d'aller vers le but et de planter le deuxième à ce moment-là. Le gym n'a pas tremblé, le gym a été dans le contrôle, le gym a mérité sa rencontre. Et c'est ce que je retiendrai, euh, ça n'a pas été un match référence, quoique sur ce début de saison-là, on pourrait en parler. Mais en tout cas, dans la prestation, c'était peut-être la plus cohérente.
la plus cohérente par rapport à celle qu'on a vue, avec un Nantes quand même, il faut le dire, très faible, mais tu te dis quand même, voilà, tu as une certaine profondeur, voilà. Tu fais rentrer Sanson, tu fais rentrer Jansson, tu fais rentrer Mofi, tu fais rentrer Gouveia. Euh, Derrière, tu vas avoir le retour de Bombito. Tu t'as laissé sur le banc Abdul Samed. Bon, c'était peut-être la meilleure option possible. Mais tu as quand même du monde. Et on va dire l'ouverture, du moins pour conclure ce numéro, ça va être le calendrier, les gars. Là, on a Brest samedi. On va enchaîner après avec Rome à domicile. Et après, il va y avoir un calendrier infernal qui va continuer sur. J'ai plus les dates en tête, mais on est sur un mois et demi où il va y avoir énormément de matchs et des rendez-vous très importants. Euh, et c'est là où je pense qu'on va avoir un aperçu de la qualité de ce groupe-là, parce que la profondeur, on l'a. On a des postes doublés, voire triplés, il n'y a rien à dire là-dessus. Quand les blessés vont revenir, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, la qualité. Est-ce qu'on a un groupe aujourd'hui d'une qualité supérieure? Après le match de Nantes, je dis non. Je dis ça va être très compliqué pour jouer le top 4. Voilà. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont beaucoup plus armées pour jouer le top 4. Ceci étant dit, tu termines quand même quatrième l'année dernière. Voilà. Aujourd'hui, non. Pas l'impression. Est-ce que ce groupe peut se révéler et faire une grande saison et, terminer devant, je sais pas, Monaco, devant Marseille, devant Lille, devant même des équipes comme Lyon, Strasbourg, etc. Je ne sais pas. Je pense que c'est trop tôt. Voilà, je ne me mouille pas dans ce que je dis. Euh, mais les prochains matchs, les prochaines semaines vont donner déjà une indication sur déjà peut-être la hiérarchie, parce qu'aujourd'hui on se cherche encore un peu. Hein. Jansson Jansson a commencé titulaire finalement. Tu t'aperçois que c'est peut-être le remplaçant de Boga. Bon, ça risque de bouger un peu, mais aujourd'hui il y a quand même des garanties qui sont en train d'émerger. Je dis bien. Diouf derrière, forcément. Tu as un Haupon qui est en train de faire son trou. Bon, Klaus Bar, c'est indéboulonnable. Tu as un Van Hout, tu as Boudaoui, toujours au milieu de terrain. Tu as Kevin Carlos, qui, malgré le fait qu'il n'ait pas encore marqué, gagne, je trouve, des points, enfin marque des points. Boga. Donc, petit à petit, tu es en train de composer en fait une équipe type avec cette possibilité de pouvoir interchanger certains joueurs. Voilà, Gouveia peut jouer piston, il peut jouer également ailier. Donc, en fait, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Forcément, là, il faut aller gratter des points à l'extérieur. Voilà, voilà, cette défaite au Havre. Il faut faire un résultat. Brest a perdu à domicile contre le PFC en plus ce week-end. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis ensuite, c'est la Coupe d'Europe, quoi. La Coupe d'Europe, tu reçois Rome. Euh, je veux dire, c'est incroyable. Recevoir l'AS Rome à l'Alliance, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a une quinzaine d'années. Alors c'est pas le Rome du Scudetto du début des années 2000, attention, c'est pas le Rome de Totti et compagnie, mais c'est quand même l'AS Rome, une des plus grandes équipes, du moins de Serie A, et qui a terminé quatrième ou cinquième de son championnat. Donc il y a quand même des rendez-vous très importants, et j'ai hâte de voir comment va se comporter cette équipe-là. Euh, voilà, je suis plutôt satisfait de cette victoire. Je suis pas non plus voilà, ultra convaincu sur tout. C'était Nantes en face, mais on a quand même réussi à avoir des, euh, certaines garanties dans le jeu et parmi les joueurs. Donc voilà, c'est sur ces mots qu'on va se quitter.
J'espère que vous avez apprécié ce numéro. Ça a été un peu déstructuré, vous me pardonnerez, j'enregistre dimanche soir. Il est un peu tard, j'ai pas pu le faire avant également, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, notamment voilà, les questionnements sur Boudaoui, sur Mofi, sur bien, votre ressenti aussi par rapport aux joueurs qui ont fait leur début, et puis tactiquement aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ça aussi analyser, voilà, le rôle de Diop, et comment est-ce que vous le comprenez aussi, cette rentrée de Sanson. Voilà, est-ce que c'est circonstanciel aussi par rapport à l'adversité? Bon, je vous laisse me dire dans l'espace commentaire, pardon, et également sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, et nous on se retrouve vite pour débriefer le prochain match contre Brest. À bientôt, la Bayetta et Sanissa. Ciao ciao.